Bonjour Geneviève. Allô Claire-Lise. Écoute, tu es là pour les conteries, le dimanche du conte, et tu fais aussi partie, comme les autres invités pour le dimanche du conte, tu fais partie du Cercle des conteurs de Québec. Mais ta spécialité dans le Cercle des conteurs, au-delà de conter, c'est de faire des formations vis-à-vis de tous les gens qui sont dans le monde de la parole, conteurs ou conférenciers, ou on peut imaginer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces formations? Certainement. Alors, j'invite les gens sur une fin de semaine ou même parfois, quand je le fais ailleurs, sur 5 jours, quand c'est possible, à porter attention complètement à la façon dont leur corps parle. En prenant le temps, par exemple, de se déposer au sol, de bouger tranquillement, mais toujours en présence et en interaction avec les autres. On ajoute ensuite la voix dans cette présence. La voix, pas tellement en portant l'accent sur l'intensité, mais sur la vibration de la voix. La vibration qui est mise en mouvement par les consonnes dans le langage. Et tout ça, ça fait que l'histoire qu'on conte, elle est portée d'abord par le message physique de la voix, avant même le sens des mots. La voix qui part de là va résonner là dans l'auditeur, celui qui l'entend. Alors, chaque nuance de voix résonne différemment dans le corps des auditeurs et lui apporte une information émotive qui est souvent beaucoup plus prégnante que celle des mots. Alors, quand je vais au cercle, c'est un endroit où on partage, on compte les uns pour les autres, on commente notre travail. Bien, mes commentaires sont souvent dans ce sens-là. Je m'imagine que ta formation de musicienne au départ est pour quelque chose de ces choix-là. En partie, mais aussi à cause du travail que j'ai fait depuis des années avec le Théâtre du Contre-courant à Québec et le Théâtre de l'Homme en Ontario. C'est ça. Super, ben merci beaucoup. Et puis, j'aurais voulu te poser une autre question parce que les gens de Baie-Saint-Paul te connaissent bien. Tu es venu souvent dans le cadre des conteries ou d'autres événements en lien avec le conte. Et qu'est-ce que tu penses du public de Baie-Saint-Paul? Ah, je l'aime bien, le public de Baie-Saint-Paul. Je trouve que c'est un public raffiné qui me fait entendre les subtilités que j'essaie d'envoyer vers lui. Il y a du retour. Ben, merci beaucoup. Alors, on t'accueille cet après-midi pour le dimanche. Merci, Claire-Lise. Le premier des deux contes que je vais vous conter se passe dans une ville où il y a une rivière qui se jette dans le fleuve. Dans cette ville-là, il y avait un petit garçon qui s'appelait Joseph. Et Joseph est devenu orphelin très tôt dans sa vie. En fait, il a été élevé par les sœurs qui vivaient dans cette ville-là, puis il a été aimé. Il est devenu un beau grand garçon, un beau jeune homme. Il s'est marié, il a eu des enfants. Joseph, il était tailleur. Il faisait des vêtements pour les riches de la ville avec les beaux tissus qu'il lui apportait. Il mettait des beaux boutons, des beaux fils, des beaux rubans. Il faisait aussi parfois des vêtements pour le théâtre ou pour le cirque. Il y avait un cirque dans cette ville-là qui venait de temps en temps. Il était très habile, il était renommé, Joseph. Mais un coup qu'il avait payé son loyer, l'électricité, l'épicerie, les frais pour les enfants, pour l'école et tout ça, le soccer, il ne restait pas assez d'argent pour acheter du tissu neuf pour lui. C'était pas grave, je vous l'avais dit, Joseph, c'est un homme heureux, il s'habillait tout dans l'usager, puis ça faisait bien leur affaire. C'était pas si important que ça. Sauf qu'un jour, en faisant le ménage de son atelier de couture, il a trouvé en dessous d'une table une grosse boîte où il mettait des retailles. Puis là, il y avait des belles grandes retailles. Puis il s'est dit, ça me donne une idée. Je vais toujours bien, une fois dans ma vie, je vais me faire quelque chose de neuf. Quand tout le monde a été couché, il a mesuré, il a taillé, il a cousu. Le lendemain matin, il s'était fait un manteau. Oh,
Personne n'avait jamais vu un manteau comme ça. C'est un manteau avec plusieurs couleurs, mais c'était tellement bien agencé, c'était tellement bien cousu, tellement bien ajusté. Puis c'était quand même chic, tu sais. Il est allé à la Caisse populaire. Hey, Joe, t'as un beau manteau. Les gens le félicitaient. Il mettait tout le temps son manteau. Il le mettait pour aller au IGA, pour aller faire les courses, pour aller se promener au bord de la rivière, ou pour aller au quai. Il le mettait tout le temps pendant des années. Si bien qu'à un moment donné, le manteau, il était tout échauffé dans le bas, puis il y avait des trous au coude. Puis c'est de valeur. Mais attends, ouais. Un soir, quand tout le monde a été couché, il a mesuré, il a taillé, il a cousu, puis il a transformé son manteau en veston. Ben oui, il a pris la base là, qui était chiffée, puis avec, il s'est fait des patchs pour les coudes, des pièces, pour bien parler, puis il a repris des pinces, il a changé le collet. Très beau. Le lendemain, il était au IGA, puis les gens disaient « Hey, Joe, t'as bien un beau veston. » Puis il était fier. Il s'est mis à mettre son veston partout, en toute saison, avec un chandail en dessous, ou bien comme chandail l'été. Puis un jour, sa plus petite a dit « Papa, as-tu une surprise pour moi? » Là, il dit « J'ai-tu une surprise pour moi? » Il dit « Attends, je vais regarder dans ma poche tantôt, là. » Mais il était en train de vérifier quelque chose là, sur le compte d'Hydro qu'il ne comprenait pas. Puis elle a monté sur la chaise à côté de lui pour fouiller dans sa poche, tu sais. Elle est tombée, puis là, ça a tout déchiré la poche. Jusque-là, là, tu sais. Hey, c'était dur à réparer. C'est plate, hein? Mais le soir, quand tout le monde a été couché, il a mesuré, il a taillé, il a cousu. Puis il s'est fait une veste sans manches. Il a utilisé les manches pour se faire des décorations, là. Ça avait l'air fait exprès, là, pour être beau, là, mais en fait, ça cousait la déchirure, ça réparait la déchirure. Puis il a rajouté des affaires, des poches, puis quelque chose de spécial dans le collet. Sa veste a fait fureur. Tout le monde en voulait une pareille. Il en a vendu plein, il s'est fait des sous. Ses enfants grandissaient. Il continuait de mettre sa veste pour aller les voir, pour aller les voir à leur graduation, toutes sortes d'occasions. Puis aussi pour se promener un peu partout en ville. Mais il ne pouvait jamais rester très longtemps parce que sa femme était malade. Puis il venait toujours pour voir si elle était bien ou si elle avait besoin de lui. Puis c'est lui qui cuisinait maintenant la plupart du temps. Puis d'ailleurs, une journée, pendant qu'il cuisinait, avec de l'huile, le feu était un peu trop fort. Plouch, il y a de l'huile qui a revolé sous sa veste. C'est dur, hein, à faire partir une tache d'huile, là. Ça dépend des tissus, mais des fois, c'est quasiment impossible. C'est plate. Le soir, quand sa femme était couchée, il a mesuré, il a taillé, il a cousu. Puis avec le dos de sa veste, il s'est fait une casquette. Une belle casquette. Puis là, malgré tous les soins qu'elle a reçus, sa femme est morte. Ses enfants étaient au loin. Lui, il marchait beaucoup. Il marchait partout en ville. C'est une belle ville. Il aimait sa ville. C'est une ville dans une vallée, entourée de montagnes, avec une rivière qui se jetait dans le fleuve. Il aimait sa ville, mais il aimait aussi les gens de sa ville. Il aimait marcher parce que des fois, il le reconnaissait même de dos. « Ah, tiens, ça c'est un tel, il marche de même. » Ou bien, les gens de tous les âges. Ou bien, « Ah, la petite Tremblay, oh, regarde, c'est ses enfants. » 2, 3 déjà. C'est les gens de tous les âges. Il les reconnaissait, il les aimait. Il était heureux d'être en vie. Le soir, il revenait chez lui puis il lisait. Alors, un soir qu'il lisait, un livre qui d'ailleurs était passionnant, il lisait, puis il a entendu crouche-crouche, mais il n'a pas regardé. Puis c'était son chat qui était en train de se faire les griffes sur sa casquette. Il a pris une règle de 6 pouces, il a mesuré, il a pris des ciseaux à ongles, il a coupé, puis là, il a cousu autour d'un bouton de bois le restant de tissu coloré.
puis il a posé son bouton sur son manteau noir, premier bouton en haut. Puis là, quand il se promenait avec ce bouton-là, ça lui rappelait tous les bonheurs de sa vie. Les malheurs aussi, mais les bonheurs surtout. C'est un gars qui avait plus de merci dans son cœur que de regrets. Un jour, il était allé se promener au quai. Il était parti le matin, puis il faisait frais. Son manteau était fermé. Puis il est arrivé, puis il s'est mis à faire chaud. Il était assis sur un banc ou sur le bord du quai. Puis là, il a voulu ouvrir son manteau, puis le tissu, il est resté dans les mains. Il a regardé au soleil les derniers brins de fil qui brillaient, puis pouf, un coup de vent les a emportés. Tout ce qui reste, c'est une histoire. Maintenant que vous l'avez entendue, vous pouvez la partager. L'autre histoire que je vais vous conter, elle a besoin d'un petit préambule. On entend souvent des histoires du début d'un amour. C'est passionnant, c'est passionné. Ou de la fin d'un amour, c'est douloureux. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a des moments à honorer, même si c'est seulement dans le souvenir. L'histoire se passe dans une grande maison au bord d'une rivière. Ça pourrait être sur Laurent-Saint-Jean-Baptiste, là, une maison avec des champs autour, des arbres, disons des peupliers autour de la maison. On entend la rivière pas loin. C'est la maison de Mathilde et de sa famille. Mathilde, la première fois qu'elle a vu cette maison-là, elle n'était pas encore mariée. Elle vivait en ville. Puis elle était venue faire une promenade avec son amoureux. Puis quand elle a vu la maison à vendre, elle a dit « Ernest, c'est tellement belle cette maison-là. Moi, c'est dans une maison comme ça que je voudrais élever les enfants qu'on aura ensemble. » Ernest était amoureux fou. Il a réussi à faire une mise de fonds sur la maison. Puis comme il était un jeune avocat, à payer le reste. Puis c'est là qu'ils ont déménagé. Ils sont mariés, puis ils ont vécu là. C'est là qu'ils ont élevé leurs enfants. Mais au moment où je vous conte cette histoire, c'est 10 ans après, Mathilde est seule dans la maison ce jour-là, puis c'est le mois d'août. Il fait chaud, c'est la canicule, elle a fermé toutes les fenêtres pour que ça reste frais. Elle est toute seule parce que son mari va casser ses affaires en ville, c'est un avocat. Ses enfants sont partis voir leur grand-mère. Ils vont venir en fin de journée, il y a un voisin qui va les laisser. Elle écoute l'horloge qui tique. L'entendez-vous? Elle regarde par la fenêtre, elle dit « Ah! On dirait que les glaïeuls sont en train de s'ouvrir. Quand il va faire moins chaud tout à l'heure, je vais aller en cueillir, faire un bouquet, c'est ma fête ce soir. J'ai 34 ans. Ça va faire plaisir à Julien, mon plus jeune. Il est tellement sensible à la beauté, cet enfant-là. Sa sœur, elle, c'est une volontaire. Elle est toujours dans l'action, comme son père. Ernest n'est pas encore revenu. Il m'avait dit qu'il arriverait plus de bonne heure ce soir parce que je voulais de la vanille mettre dans mon gâteau de fête. Oh, il n'est pas absent souvent ces temps-ci, là. Il est absent vraiment souvent. Des fois, je me dis, il y aura une deuxième vie, je ne saurais même pas, tu sais. Moi, je suis là, je fais toutes les tâches ici. Bon, là, c'est sûr, j'ai passé le temps des couches, mais tu sais, je continue à laver, à faire à manger, à étendre, à repasser, à m'occuper de la maison, à rendre ça beau, qu'il voit d'ailleurs, à passer le balai. Mais j'aime ça. C'est moi qui vous l'avais vu ici. D'ailleurs, j'aime ça, avoir un jardin. Ouais. J'aime ça, avoir un jardin. Mais dans son jardin, il y a surtout des fleurs. Mais il y a des légumes aussi, mais elle aime ça, les fleurs. Puis, pour les grosses quantités, ils achètent chez le fermier voisin. Il va 2 fois, le fermier, elle va 2 fois par semaine acheter des œufs puis du lait frais avec les enfants. Mais c'est pas encore arrivé. Elle pense à eux, Ernest puis elle. Elle trouve qu'ils rient moins souvent qu'avant. Ils ont moins de moments de complicité. Elle essaie d'y en parler des fois, mais elle dit « Oh, à quoi tu penses, Ernest? »
C'est des soucis, c'est des affaires de bureau. Non, c'est confidentiel, je ne peux pas t'en parler, en tout cas. Elle ne sait jamais le fond de sa pensée. Elle se dit, on dirait qu'il y a une partie de lui que je ne connais pas. Mais il y a peut-être une partie de moi qui ne connaît pas aussi. Comment est-ce qu'il sait, lui, comment je peux être passionnée quand je peins? Comment j'ai le sentiment de faire partie de la création? Ah, il y a un attelage qui arrive, c'est lui. Ils arrêtent direct devant la porte. Le cheval, il connaît ça, il reste là, il ne bougera pas. Ernest sort à toute vitesse, il rentre dans la maison, il monte l'escalier, il rentre, il s'enferme. Devinez où? Aux toilettes. Ils sont chanceux, ils ont des toilettes intérieures. À cette époque-là, c'était rare. Mais Mathilde sourit. Elle dit, je ne connais pas toute l'âme de mon mari, mais ça, ses habitudes, je les connais. Il parle au travers de la porte. Ernest, es-tu passé à la poste? Oui, je suis passé à la poste, il y a un paquet pour toi. Ah oui, j'y vais. Non, vas-y pas, tu n'es pas capable d'attendre une fois dans ta vie. Mon doux, qu'est-ce que c'est? Elle prend son sécateur pour aller couper des fleurs au jardin. Mais en passant près de la carriole, elle voit un chapeau de femme sur le banc en arrière, puis elle se dit, c'est pas moi ce chapeau-là? Il ressemble au chapeau de mademoiselle Gélina, la secrétaire de mon mari, au bureau. Y aurait-tu une histoire? Non, quand même, non, pas moi, Ernest. Et il a dû aller juste la reconduire. Mais non, elle habite à 2 pas du bureau. Là, elle continue avec son sécateur, mais elle a le cœur serré. Elle coupe 2 tiges de glaïeul, 2 rouges. On voit un petit peu de rouge, la fleur est encore fermée. Puis 2 blanches, une orangée, puis elle va un peu plus loin prendre une tige d'asperge qu'elle a laissé pousser pour leur feuillage délicat. Ernest sort, aller porter le cheval à l'écurie, reconduire le cheval à l'écurie. Ça va, Ernest? Bonne journée? Elle n'en tirera pas plus aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est pas le temps de le confronter parce que les enfants, le voisin les a déposés à la route, puis ils font la course là, vers la maison. J'ai gagné! C'est Aurélie. Julien est habitué de perdre, sa sœur a les jambes les plus longues. Mais quand il voit les fleurs dans les mains de sa mère, il dit « Oh, maman, c'est beau! Oh, regarde les blanches, ils sont ouvertes, on dirait du velours. » Puis il approche sa joue pour les toucher, comme ça. « Julien, viens m'aider à mettre la table. C'est la fête de maman ce soir, peut-être qu'on va pouvoir se coucher plus tard. » Mathilde rentre avec le bouquet, elle les met dans l'eau. Elle continue de préparer son souper, de le servir, mais pendant tout le repas, elle est songeuse. Vient l'heure des cadeaux, au dessert. Chacun des enfants a fait une petite carte. Sur celle de Julien, l'image est faite avec des pétales de fleurs collés délicatement. Oh, merci, mon Julien. Aurélie, elle, a fait pour sa mère, avec le métier qu'elle a eu à sa fête, elle a fait un petit sous-plat. Les couleurs sont bien agencées, l'ouvrage est bien fait. Merci, Aurélie. Puis son mari arrive avec un petit paquet qui sort de son dos, avec un air de mystère. C'est fragile. Elle le développe délicatement. « Oh, Ernest, comment t'as fait pour savoir que j'en veux un? » C'est un tout petit pinceau, un pinceau de 3 poils pour les détails. Ernest dit « Ah, j'ai mes espions. D'ailleurs, une chance, parce qu'il a fallu le faire venir de loin, ça a pris du temps. Mais attends, c'est pas tout. » Il s'en va dans l'entrée, puis il revient avec le chapeau. Imagine-toi, ma chère, que la voiture de la poste, le cheval a pris le mort aux dents, la voiture est tombée dans le fossé, bien là, imagine tous les paquets. Bien, à la poste, ils m'ont remis juste le chapeau, sans la boîte, avec une lettre de ta sœur. Oh! Dire que j'ai passé. Ernest, il met le chapeau sur la tête de sa femme. Il la regarde dans les yeux, puis il dit « Reine de ma vie,
Ce chapeau te va très bien. Il prend une petite nappe comme ça sur un guéridon, il se fait un turban avec. Il dit aux enfants, les enfants, on va faire une parade pour honorer notre reine. Puis ils se mettent à chanter en tournant autour de la table. Aux marches du palais, aux marches du palais, y a une tant belle fille, là. Y a une tant belle fille. Mathilde se dit, on est encore une famille. Voilà.